Alors, bienvenue. Welcome back for the afternoon. Since the person who was supposed to comment is not around, I'll be doing the the comment. But I was really looking forward for this panel anyway, so I'm glad to be able to do it. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vous remercie d'être de retour. Le commentateur prévu est absent, alors je vais prendre la relève. Et on va procéder dans l'ordre. Donc, la première personne, the first speaker today, this afternoon, will be Regina Bateson from the University of Ottawa. Then my colleague will follow Victor Harmony de l'Université du Québec à Montréal. Et nous allons terminer avec Denise Elie de l'INRS. Alors, so Regina, it's your turn. All right, thank you so much. Thank you, everyone. So I'm going to go ahead and share my screen so you can see my presentation. And here we go. So today I'm going to be taking us from the theoretical conversations that we've been having about populism as a concept largely this morning, and shifting over to an empirical case study, looking at how one rather notorious political figure in Latin America used populism as his core political strategy to stage a very improbable political comeback under democracy. And so this project is a paper that I'm in the final stages of completing, but I would very much like your feedback and comments if you have any suggestions. So it's called Voting for a Killer, Efrain Rios Montt's Return to Politics in Democratic Guatemala. There we go. So just to give you a very brief bit of background about Guatemala, Guatemala is, of course, in Central America. It was the site of an incredibly violent civil war between 1960 and 1996. More than 200,000 people were killed. And this is a photo of the department of El Quiché, a place where I've done field work and where some of the genocide occurred. The war was intensive. Many civilians died or were recruited into militias in their communities, and there was also a great deal of displacement in addition to the fatalities. At the height of the war's violence, Efrain Rios Montt came to power in a coup in 1982. He served as the country's de facto head of state for just 18 months, but on his watch, approximately 75,000 Guatemalans were killed, mostly by the military. So he is perhaps the single figure most associated with the mass violence that occurred in Guatemala during the Civil War. And this is Rios Montt shortly after coming to power in that coup in 1982. By the end of the war, the human rights atrocities were well known. Rios Montt's role in them was well known. And yet, as the Guatemalan Civil War wound down and worked its way toward a peace agreement in 1996, and as the country began to hold increasingly free and fair elections, Efrain Rios Montt got back into politics. He had been out of politics largely during the 1980s after he was overthrown in that coup in 1983. But in 1989 and 1990, he founded a political party called the Guatemalan Republican Front, the FRG, and he began campaigning as a democratic politician. I'm going to skim over some of the details of the history, but the basic trajectory is that through the 1990s, as Guatemala held more and more free and fair elections, Rios Montt grew the FRG as a party. He was ruled ineligible to run for the presidency because he had previously come to power in a coup, but instead he ultimately ran for Congress and was elected to Congress on the national list for his party. And by 1999, his party had won the presidency with another candidate running as sort of a placeholder or figurehead for Rios Montt, and had won a majority of the seats in the Congress. So essentially, by 1999, by Guatemala's first post-war elections, the FRG controlled the country. Now, this was surprising because they were actually successful in winning the majority of votes in every region of the country. So what I'm showing you here is just a rough proxy for where wartime violence occurred during the Civil War. So the darker colors on this map indicate that more massacres happened in those municipalities
municipalities during the Civil War. And you can see that there are some areas of the country that were relatively unaffected by that mass indiscriminate violence during the Civil War. And then there were other areas that were quite heavily affected. One of the great puzzles, though, for people who study Guatemala is that this map on the right is showing us where the FRG won more than 60% of the vote in 1999. And you can see that it's the entire country, right? That their performance was quite uniform across the entire country, including in those places where the worst wartime violence occurred. And if we have any theory of retrospective voting, if we think that people would not vote for someone who previously tried to kill them, then this is quite puzzling. So people have wondered for a long time about, however, the individual level dynamics here. And we actually didn't have good publicly available, sort of individual level data from this time period until recently, when a survey that was conducted in 1999 was actually released, and the data were made public and shared freely. And so I was able to analyze that survey over the summer, and it really just deepens the puzzle. So when a national probability sample of Guatemalans was surveyed before the election in 1999, people who said that they had lost relatives to political violence during the Civil War, who I'm calling victims here, they were essentially just as likely to prefer the FRG as people who were non-victims. Their views didn't really look particularly different here. And indeed, when they were asked specifically about their opinions of Rios Montt, non-victims and victims were actually both had surprisingly favorable views of him. So you can see that the percentage of victims who viewed Rios Montt favorably in 1999 is lower than the percentage of non-victims who did. But it's still quite remarkable that this is a person closely associated with the violence that occurred during the Civil War, and yet you have approximately 44% of the victims of that violence saying that they have a favorable view of him by 1999. So the question is, how did this happen? I just was going to say quickly that this is consistent with what I've observed in my own fieldwork, which is as recently as kind of the early 2000s, you would see, paintings and campaign signs and things like that for the FRG in the exact areas where the most intense violence occurred during the Civil War. And this is really striking. There were even billboards of Rios Montt, sort of towering over the places where there had been massacres and mass graves from the Civil War. So in this paper, what I'm trying to do is unpack this puzzle, right? And try to evaluate several different explanations for essentially how this could have possibly happened. How did a notorious human rights violator become one of the most successful politicians after a transition to democracy in Guatemala? And so in this paper, which is quite long and which I'm happy to share with you if you'd like to read it more completely, I use process tracing to evaluate qualitative historical evidence primarily related to 5 possible explanations for Rios Montt's success in politics in the 1990s. So one possibility is evangelical support. He was, arguably Guatemala's most famous evangelical. There's a growing number of evangelicals there. There's a theory out there that perhaps they all voted en masse for Rios Montt, and that's where his support came from. Military backing. Was the military assisting him to campaign, build his party, and win elections in the 1990s? Was he successful due to repression or coercion, essentially scaring people or threatening people into voting for him? Or was there an authoritarian inheritance? And this is a term that comes from Jamal Abusa and Loxton, largely, and it refers to the idea that parties that grow out of authoritarianism and have an authoritarian past actually after a transition to democracy, they may have tools or capabilities or infrastructure that helps them to be successful under democracy. And there's also another kind of theory that I evaluate throughout the paper that's sort of layered on top of several of these areas, which is from Sarah Zuckerman Daly, who argues that after civil wars, victors from those civil wars, even if they were quite violent in the past, they are often able to use promises of security to re-enter politics and to be politically successful after civil wars have ended. So I evaluate that throughout the paper as well. And then the 5th area that I look at is the notion that Rios Montt may have used a populist political strategy that distinguished him from other politicians in 1990s Guatemala and
given that we're here at a conference about populism, that's the part of the paper that I'm going to focus on in the presentation today. All right, so just very quickly, what is process tracing? I know this is a very interdisciplinary group. So in political science, process tracing is a way that we can conduct sort of structured, organized, systematic evaluation of qualitative evidence. So we're looking at processes, sequences, and conjunctures of events within a case for the purposes of developing or testing hypotheses. And here I'm using that primarily to test hypotheses and to look carefully at the sequence of events as we see in this timeline that shows some of the development of the FRG over time here. So some of the information that I use to carry out this research are declassified US government cables, which are available online, very helpful in the time of COVID for any of you who may have students looking to do primary source research online. News reports, contemporaneous news stories, party manuals and newsletters, reports from electoral observation missions from the time, and also some documents from Guatemalan think tanks and from the elections tribunal there. And the structure of the paper, analytically what I do for each of these different explanations is I use within case comparisons to try to understand whether sort of that theory or potential explanation has leverage. And although we might think of this as a single very detailed case study, there's actually a lot of variation within the case. So I'm able to compare the development of Rios Montt and his political strategy over time and the strategies and makeup and composition of the FRG over time. I'm able to compare Rios Montt and the FRG against civilian parties and politicians, people who have no military ties, no significant links to the prior authoritarian regimes. And I also compare Rios Montt and the FRG to other ex-authoritarian figures and ex-military figures who were trying to re-enter politics in 1990s Guatemala after the transition to democracy. Okay, and so just to give you the overview of where the paper ultimately goes, there are these different explanations that I look at. The top line summary is that Rios Montt's support actually did not come primarily from evangelicals, and there are not really very significant differences actually in the views of Catholics and evangelicals toward him. I discuss at great length his relationship with the military in the paper, and somewhat surprisingly, he actually had a very strained relationship with the military and a lot of conflict with key military leaders, and there's really no evidence that the military did anything significant to help him in the 1990s, and if anything, they were opposed to Rios Montt at key junctures. There's also only very limited evidence that Rios Montt or the FRG ever used significant repression or coercion to attempt to win votes. And when that did happen, it was largely in 2003, which was very late in his political trajectory. So it doesn't really explain his successes in the 1990s. The authoritarian inheritance argument seems unlikely. The FRG didn't really inherit much at all when it started. If anything, it was very poorly funded, ideologically incoherent, disorganized, didn't have a party brand in the way we think of a brand. And so if we go looking for an authoritarian inheritance, there just isn't much there that seemed particularly helpful to the FRG in its early days. Now, populism, on the other hand, does seem to have been a strategy that Rios Montt clearly deployed, and it explains several things about his political trajectory that are otherwise very puzzling. But before moving on to discussing those findings in more detail, I think it's important to clarify what I mean by populism and a populist political strategy. We've heard, quite an extensive discussion of this morning. In this project, I'm actually using Kurt Whalen's conceptualization of populism as a political strategy. So not an ideology or a set of economic policies, but a strategy. And so to review Whalen's conceptualization at some length, because I think it's quite good, he writes that populism is best defined as a political strategy through which a personalistic leader seeks or exercises government power based on direct, unmediated, uninstitutionalized support from large numbers of mostly unorganized followers. The charismatic leader wins broad, diffuse, yet intense support from such a largely unorganized mass by representing people who feel excluded or marginalized from national political life and by promising to rescue them from crises, threats, and enemies.
the leader appeals to the people for help in his heroic effort to regenerate the nation, combat the privileged groups and their special interests, and transform the corrupt established institutions. Now, this is essentially completely encapsulates the political strategy that Rios Montt used in the 1990s. And in fact, the fact that I'm saying this might not come as a surprise to some of you, given that you work on populism. And in fact, people who studied 1990s Guatemalan politics at the time it was happening quickly saw Rios Montt and his allies in the FRG as populists. However, for some reason, those of us who work on democratization and post-conflict politics haven't actually ever really made this connection and tried to understand Rios Montt's post-war trajectory through the lens of populism. So part of what I'm trying to do in this project is to connect that work on populism with the work on democratization and post-war political trajectories. So in the paper, I describe a number of ways that Rios Montt's rhetoric, his communication strategies, and his organizational strategy are all precisely what we would expect to see from a populist. And the reason that I think it's interesting, though, which I'd like to focus more on in this presentation, why it's interesting to look at Rios Montt as a populist, is that it reveals several things that we would have missed otherwise, or would have a hard time understanding about this case otherwise. So there are several puzzles that we can understand if we view Rios Montt as a populist. So among them, Rios Montt had very ideologically incoherent alliances during the 1990s. The person that he ended up recruiting to run for president in his place was actually a former Marxist who had fled into exile during the Civil War, and yet these two ended up allied with each other in the 1990s. This is Alfonso Portillo, and they ended up as essentially co-figureheads of the FRG. This is baffling, right? How does a right-wing ex-general end up in a political alliance with an ex-Marxist who once went into exile because he feared repression from that general? If you view them as populists, though, we know that populism is often ideologically incoherent, opportunistic, and their style and strategy as populists was actually very compatible. So it helps to understand that puzzling alliance that formed. Another more interesting puzzle that it helps us to understand is the question of why Rios Montt succeeded in democratic politics in the 1990s, while other ex-authoritarian and ex-military leaders failed. And when we want to study ex-authoritarians who go into politics under democracy, there's often a selection problem where cross-national data sets will often list only those figures who became relatively successful in democratic politics, because those are the people we observe. Those are the ones who found parties, who win elections, who win a significant percentage of votes. The failed kind of ex-authoritarian wannabes, as I call them, sometimes fly under the radar screen unless we really go look carefully at the historical record. And in 1990s Guatemala, there were over 24 former military and authoritarian linked figures who attempted to run for office or found parties making promises of security, right? The country was in a crime crisis, and these ex-military leaders, including other former generals, another former head of state, a former defense minister, said, I'm an ex-military man, I can protect you. And they earned almost no votes, and their parties immediately collapsed. And so it's quite puzzling, why did Rios Montt succeed where they failed? And I would argue that that's because Rios Montt combined these promises of security with a populist political strategy, with the direct appeals to the people, and that he had the political acumen and skill to do that in a way that these other ex-military figures didn't. So he promised to crack down on crime, but he coupled those appeals with the rhetoric of appealing to the people and using anti-establishment rhetoric. Rios Montt was actually famous for railing against, he sort of coined a term in Spanish, the politiqueros, like a derogatory term for politicians, and railing against corruption. And that was a move that these other ex-military figures never made. They remained more affiliated with the establishment. So the final thing that understanding Rios Montt as a populist helps us to understand is also how populists lose elections. Because one of the more interesting things about Rios Montt is that once his party reached the zenith of its political power in 1990,
he was able to force changes among the courts that ultimately granted him permission to run for president in 2003. This was the one thing he had always wanted to do. The FRG had more power than ever. They had the power of incumbency. They were engaged in all sorts of clientelism, just like we would expect. And yet, when Rios Montt ran for president in 2003, he lost. He did quite poorly. He got less than 20% of the vote. And that may seem puzzling, but I think it sheds a few, it gives us some insights into how populists can lose elections. So the first is through obvious policy failures. Once in power, simply saying, I am on the side of the people, I'm going to protect you, only I can fix it, and I'm going to solve your problems, can ring hollow if the populist who's come to power fails to deliver on those promises. So in the case of Guatemala, the crime rate continued to escalate, even though Rios Montt and the FRG were already in power after 1999. And voters realized that and held him to account. The second thing that occurred is that Rios Montt and the FRG, including Alfonso Portillo, his close ally, came to be seen as part of the establishment. So Rios Montt had spent the entirety of the 1990s railing against the establishment, railing against the corrupt elite, and then became part of it. And in fact, the degree of corruption when the FRG was in power was unprecedented. Alfonso Portillo later ended up in federal prison in the US for money laundering. And so Rios Montt's opponents and the FRG's opponents were able to successfully portray them as having become part of the establishment. And so that prevented Rios Montt and the FRG from essentially running as populists in 2003 and afterward. So thank you very much. I really appreciate you taking the time. It's been wonderful to hear your ideas, and I look forward to continuing the conversation. Thanks so much, Regina. You went a little bit over time, but it was a great talk. I mean, great talks are always great puzzle, and you really did that well. I was like, I don't know anything about Guatemala, but you really got me into it, flowing the puzzle, and it went very well. So we'll be moving on to Victor Harmony, my colleague who also works on populism in Latin America. So Regina, stay in contact. I think Victor is someone who you will want to talk with afterward. Victor Harmony, c'est à votre tour, monsieur. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité. Je commence en disant que mes recherches actuelles et récentes ne portent pas sur le populisme, mais j'ai beaucoup travaillé sur le populisme en Amérique latine, y compris au moment de ma thèse de doctorat. Ça fait très, très longtemps. Et je me suis surtout intéressé au cas de l'Argentine, mon pays d'origine, où j'ai, entre autres, tenter de comparer ou d'établir des liens entre les phénomènes dits classiques, donc Perón et compagnie, je vais en parler un peu, mais peu aujourd'hui, et les phénomènes que j'avais appelés dans les années 90 avec d'autres le néopopulisme, qui était associé au néolibéralisme, donc justement ce qui nous mettait encore une fois devant le problème de la définition de ce phénomène, de sa spécificité dans le contexte latino-américain. Donc, ce que je vais faire, c'est, j'ai quelques idées générales, fruits de réflexion de beaucoup d'années, mais en même temps, je me suis dit que j'allais tenter de faire une sorte de squelette, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses, je n'aurai pas le temps de tout aborder, mais un peu le squelette de ce qui pourrait être un texte donc, qui essaie d'actualiser, de rendre plus parlant certains éléments des définitions ou des conceptions du populisme en Amérique latine à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Et je me suis dit qu'une façon, là, peut-être pour nous amuser d'abord un peu, et là, je lance le partage d'écran. Peut-être vous connaissez le Ngram Viewer de Google qui nous permet de retracer des tendances
bon, dans des corpus assez immenses. Je ne vais pas entrer dans le détail. La méthodologie est plus ou moins contestable, mais ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Si vous lancez le terme populisme, moi je l'ai fait en français et en espagnol, en anglais, ça donne quelque chose de différent. Et ça nous met déjà devant le défi de distinguer entre le mot et le phénomène. Est-ce que le populisme a été moins présent à certains moments du XXe siècle aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon parce que on le nomme pas, ou c'est parce que il n'y a pas de mot pour le désigner que justement on peut pas peut-être s'arrêter sur une telle réalité dans certains contextes politiques. En tout cas, pour aller rapidement, mais surtout dans le sens justement de mettre d'abord le focus sur le problème de distinguer le mot, hein, les usages du terme populisme et véritablement ses manifestations. Parce que je pars d'une question très fondamentale. Pourquoi l'Amérique latine, et je pense que pour tout le monde cela s'avère absolument évident, pourquoi l'Amérique latine, mais pas toute l'Amérique latine, mais beaucoup de pays, beaucoup de sociétés dans ce contexte-là, constituent des terreaux si fertiles pour ce qu'on appelle le phénomène populiste, à tel point que finalement les prototypes sont chez nous. En Argentine, le péronisme, mais Vargas, parmi les classiques, après les néo-populistes néolibéraux, Menem, encore une fois en Argentine, mais aussi Fujimori ou Salinas au Mexique, etc. Et les nouvelles manifestations, dont Bolsonaro, qui serait une sorte de retour à quelque chose, mais avec des modalités nouvelles. Évidemment, en tout cas, je ne sais pas si évidemment, mais je le dis d'emblée, mon point de vue, je tente de chercher des explications structurelles et historiques de pourquoi cela s'avère comme ça. Et évidemment, parce qu'il y a toujours ces énigmes. Pourquoi en Uruguay, au Chili, au Costa Rica, on ne voit pas ces manifestations qui semblent si typiques, inscrites même, on l'a déjà dit en Amérique latine, dans l'ADN continental, en tout cas régional. Alors, si vous voyez par exemple la courbe en espagnol, en français, ça ressemble un peu, c'est intéressant. On pourrait se dire encore une fois, est-ce que ça veut dire que le phénomène, bien, il y a des questions de corpus avant les années 60, etc. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais tout simplement mentionner justement, voir comment il y a des courbes, comment ça monte depuis les années 60. Donc, l'usage du terme, est-ce que ça reflète effectivement la montée du populisme? Il y a un petit aplatissement. Hein. Maintenant, on est tous et toutes rendus experts dans la lecture de courbes. Hein. Évidemment, par ailleurs, oui. Donc, on lit ça dans les journaux tous les jours. Donc, ici, il y a comme un plateau qui se fait au moment de la transition démocratique au début des années 80. Donc, il y a comme une sorte de peut-être recul du populisme. Ça remonte dans les années 90, néolibéralisme. Ça tombe justement à partir de 90. Après ça remonte dans les années 2000. Vous vous rappelez le virage à gauche, hein? Et là, il y a aussi une chute. Alors, est-ce que ça veut dire que ce populisme-là évolue finalement, la question de fond, est-ce qu'on parle toujours du même phénomène? Parce que finalement, moi-même, j'ai défendu l'idée que le ménémisme faisait partie justement d'une continuité par rapport au péronisme. Mais la question demeure, c'est-à-dire surtout quand on va aller dans le sens des définitions de ces phénomènes. Je sais, je n'ai pas cité ce matin à vos discussions, mais je crois comprendre que vous avez justement abordé la dimension conceptuelle du populisme. Moi, je parle d'une adhésivité de la notion, c'est-à-dire c'est sticky. On veut surtout dans le contexte latino-américain, on le retrouve. Et en même temps, on n'est pas sûr de vouloir justement en parler, ou en tout cas utiliser ce terme-là lorsqu'on essaie de saisir des dynamiques qui sont particulières à certains contextes historiques, mais aussi à certains contextes nationaux. Alors oui, certes, je suis sûr que vous avez discuté de cela et on pourra en parler, les descriptions, les vues normatives, les bons et les mauvais populismes. Bien sûr, en Amérique latine, il y a souvent question des populismes de gauche versus les populismes de droite. La question demeure, est-ce que c'est là, effectivement, est-ce qu'il y a un dénominateur commun où on doit les distinguer de façon fondamentale? Est-ce que les Chavez, les Morales, les Correa appartiennent au même univers
de Bolsonaro ou de Montt, de Rios Montt, tout en disant que l'un est de gauche, l'autre est de droite, mais il y aurait quelque chose de commun dans la rhétorique, dans le style, dans la appeal to the people, et il faut effectivement les distinguer. Moi, vous allez voir, à certains égards, je vais les distinguer. Moi, plutôt qu'aller dans une définition, en tout cas, je préfère, au fil de ma réflexion, finalement, le populisme m'apparaît dans le contexte latino-américain comme une manifestation de la nudité du pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la nudité, le dévoilement justement du conflit politique, hein, au-delà des mécanismes, des procédures qui le contrôlent, qui arbitrent les intérêts qui s'opposent. Et souvent, on va le lire, et je pense que là, il y a un peu ces parallèles qu'on va faire avec des phénomènes comme par exemple M. Trump aux États-Unis, c'est-à-dire ces dérogations aux conventions politiques. Parfois, même au niveau du décorum, de l'idée comment on doit faire la politique de façon cordiale, courtoise et civilisée. Et là, justement, le populisme, et le populiste surtout dans le contexte latino-américain, a souvent été décrit comme étant quelque chose de cru, quelque chose de ne pas comment le dire, ne pas prêt à suivre les règles d'une sorte de convention politique. Évidemment, cela, on peut le voir en lien avec Je crois qu'on a perdu Victor. Hein? I think we've lost Victor. Ok, alors, pourquoi j'apparais dans ce colloque? Parce que vu le titre de ma présentation, je suis complètement à côté de la plaque, comme on dit populairement. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu l'annonce du colloque, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un endroit où je vais comprendre quelque chose qui m'interroge énormément dans une recherche que je fais en ce moment sur les extrêmes droites canadiennes, et où je ne comprends pas, vu la très très forte représentation de mouvements néoconservateurs d'inspiration chrétienne, on n'a pas donc de lien entre ces mouvements-là et un discours populiste ou un mouvement populiste. Donc moi, c'est une question qui m'interroge au Canada, d'autant plus qu'on a toute l'histoire du soutien des évangéliques et des grandes traditions protestantes américaines à un régime ou un discours plus ou moins populiste comme celui de Trump. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de demander d'apparaître, par curiosité, pour voir si j'allais apprendre quelque chose sur le populisme qui m'éclairerait, pour éventuellement discuter pourquoi il n'y a pas de droite chrétienne populiste au Canada. On a des droites populistes en germe ou existantes. Victor est revenu. Qu'est-ce qu'on fait? Je continue ou que je... Écoutez, c'est une situation... Désolé, oui, c'est ça. Juste, oui, mon Internet est, est tombé. Ah. Mais si Denise a commencé, je reprends tout à l'heure, hein, pas de problème. OK. De toute manière, je vais être très rapide. OK. OK. Donc, j'arrive d'une manière indirecte avec ces deux questions. Bon, le projet en cause est un projet qui vise, alors vraiment d'un point de vue purement anthropologique, c'est-à-dire reconstituer des univers de sens, de mouvements qu'on appelle en général d'extrême droite, c'est-à-dire
qui sont exclus de la sphère politique institutionnalisée et qui s'excluent, mais qui sont exclus. Et puis surtout, un des grands critères de la sélection de l'échantillon qu'on a fait, c'est l'hostilité, sinon la haine des minorités, puisque c'est un de mes sujets de travail depuis quelques années. Donc, sur la question théorique du populisme, qui n'est pas mon truc, mais j'adhère totalement à la définition qu'a donnée Stéphane, et j'aime beaucoup la définition de Brubaker sur la définition de deux axes de classification sociale pour rétablir le pouvoir au peuple, c'est-à-dire l'axe vertical de l'égalité et de la souveraineté, et l'axe horizontal de la différence culturelle et de l'enracinement dans un territoire, ce qui porte, selon Brubaker et beaucoup d'autres, ce qui porte le populisme, donc à faire l'équivalence peuple-nation. Alors, je suis ici. Alors, pour le projet qui m'occupe et qui me pose des questions, que je fais avec un collègue d'ailleurs du département de sociologie d'Ottawa, on se trouve face, disons, à 4 types d'idéologie, selon le référent qui est le référent principal de l'ordre social qu'ils veulent rétablir. Alors, on a la race, évidemment, avec les suprématistes et les néo-nazis. On a les préceptes chrétiens et les préceptes sacrés dits originels, certains diraient primitifs, qui est plutôt les mouvements chrétiens. On a l'ethnonation, qu'on connaît très bien dans les mouvements d'extrême droite au Québec, nationalistes identitaires nommés autrement. Et on a on a une autre catégorie qui est en train d'apparaître et qu'il va falloir qu'on rentre dans notre échantillon, c'est la communauté locale. Tout le mouvement conspirationniste est véritablement basé, si je comprends bien leur discours, de ce qu'on voit sur les web, sur un refus de l'État. Aux États-Unis, c'est très clair, c'est un refus de l'État central, mais c'est un refus de l'État pour une espèce de communauté locale autonome avec figure symbolique emblématique du shérif. Et c'est là-dessus que se construit tout un discours conspirationniste, puisque l'État est aux mains de deep state, c'est pire que les élites, c'est un pouvoir quasi occulte. Et il y a une 5e catégorie qui est en train de s'amener, que je ne sais pas si on va la rentrer parce qu'elle est très difficile à comprendre, du moins pour moi, qui sont les occultistes. C'est-à-dire des mouvements d'extrême droite qui sont véritablement pour la destruction de l'ordre du statu quo, mais qui invoquent la magie. Et on l'a du côté et des démocrates et des républicains actuellement aux États-Unis. Donc, on a 4 types principaux. Ce qui m'intéresse par rapport au populisme, c'est que ces 4 types de formation ont tous des référents très semblables au discours populiste. Et le référent de base, c'est une opposition, alors farouche, haineuse aux élites. Et une opposition et une haine aussi tout aussi grande vis-à-vis des minorités. Minorités incluant ethnie, race, religion, langue, orientation sexuelle, expression de genre, toutes les minorités qui ont acquis des droits avec l'État libéral. Donc ça, et on le retrouve chez tous les populistes. On a la qualification des élites est la même à peu près que dans les mouvements populistes, énormément de moralisme, énormément de références au mode de vie, énormément d'opposition au cosmopolitisme, à l'urbanité, et évidemment le grand défaut des élites, c'est la captation du pouvoir. Donc, on a un discours qui pourrait paraître tout à fait populiste. Maintenant, en face, et alors, parce que j'ai toujours la discussion qu'on a eue avec Stéphane, et qu'on a implicitement, qui est les minorités sont vues comme illégitimes parce qu'elles ont acquis des droits qui sont considérés illégitimes. Et illégitimes pourquoi ? Parce qu'elle diminue ou annule les droits de la nation ou la majorité culturelle. C'est très très clair, pour tous les mouvements, ces minorités-là sont à abattre,
non seulement parce qu'elles sont les alliées des élites libérales qui les font apparaître, qui les utilisent, mais parce qu'en plus, elles sont dans le processus, disons, historique, totalement illégitime. On peut revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a en face de ces élites? Qui c'est la catégorie dominée, en fait, puisque si on attaque le pouvoir des élites, il y a une domination. Alors, c'est là, ça devient intéressant parce que tous ces mouvements, plus ou moins, utilisent le mot peuple, mais évidemment, absolument pas dans les acceptions du populisme. Alors, le peuple, c'est soit l'ethno-nation, ça c'est facile, soit la race, ça aussi c'est facile, soit l'éthique. Les mouvements religieux insistent énormément sur un peuple éthique, avec non seulement les qualités du bon peuple, common sense, d'essence, mais vraiment l'adhésion à des préceptes chrétiens de générosité, d'engagement. Et puis, évidemment, sinon, c'est la localité. Pour les conspirationnistes, c'est la communauté locale. On ne sait pas très bien ce que c'est, parce qu'ils n'en parlent pas réellement. Ils parlent de l'opposition à Deep State depuis quelque chose qui est local, mais ils ne les définissent pas. Les objectifs sont évidemment extrêmement différents. Les suprématistes, c'est simplement un État blanc, donc c'est clair, ethno-state, white ethno-state. Les chrétiens, c'est une espèce de cité de Dieu primitive revenue sur terre. L'ethno-nation, c'est la nation fantasmée, originelle, complètement imaginaire. Et puis, alors, les occultistes, j'ose même pas en parler parce que je ne comprends pas leur sortilège. Et donc, les conspirationnistes, le but, c'est d'abattre l'État central. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont deux visions des institutions et du rapport aux institutions qui est différent. Là, ils se différencient. En définitive, il y en a qui visent un renversement des institutions. On ne sait pas ce qu'ils mettraient à la place. Par exemple, les suprématistes, un État blanc, oui, alors l'Afrique du Sud des années 60, des années 50 peut-être, c'est pas très très clair. Ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est les chrétiens et les ethno-nationalistes. Moi, j'ai un problème de les traiter de nativistes, mais je pourrais les traiter de nativistes, ou ce qu'on appelle les extrêmes droites identitaires, qui, eux, ont un discours extrêmement cohérent d'une certaine manière, qui disent on n'a absolument pas le pouvoir de détruire et de renverser les élites par la voie électorale. C'est la grande différence avec le mouvement populiste. Ils n'y croient pas. Tous ces groupes-là n'y croient pas. On est totalement infériorisé, dominé, méprisé, rejeté. Donc, les suprématistes disent il faut passer à la violence. Donc, il faut intimider l'adversaire étant les élites, étant les minorités. Donc, s'il faut tuer, on tue. C'est la violence physique ou l'intimidation, la brutalité. Mais les deux autres, les chrétiens et les ethno-nationalistes, veulent ce que je suis obligée d'appeler une révolution culturelle, une révolution anthropologique. C'est-à-dire, il faut travailler à partir de militants sur le terrain, à transformer les mentalités et à introduire de nouvelles valeurs dans la société. Et alors, c'est un projet qui est complètement différent en ce sens-là du populisme. Ce n'est pas conquérir le pouvoir, ce n'est pas changer le pouvoir, c'est changer complètement la société et ce qui est son sous-battement. Alors, c'est très curieux à lire et à voir évoluer sur les web parce qu'ils ont un projet qui, de ce qu'ils en disent, peut s'étaler sur 30-40 ans. Ils ne sont pas du tout naïfs là-dessus. Et en plus, alors ce qui est intéressant dans les deux cas, et des fois je me demande s'il n'y a pas un lien parce que les mouvements ethno-nationalistes qu'on a au Canada sont des mouvements québécois qui proviennent donc d'une société qui est encore catholique au niveau culturel, parce que les deux disent qu'il faut que les militants fassent une transformation d'eux-mêmes au niveau de leur mentalité, de leur manière d'être et même dans leur vie quotidienne. Et c'est comme ça que d'ailleurs certains deviennent écologiques. Donc on a un projet complètement différent là
des populistes, et peut-être que c'est pour ça que ma question est complètement rhétorique. Ma question de départ, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas d'alliance entre un mouvement populiste et des extrêmes droites chrétiennes au Canada, c'est impossible. Ils sont absolument sur des voies entièrement différentes. Alors, la question que maintenant ça me pose, mais enfin, ce n'est pas mon champ d'étude, mais alors, qu'est-ce qu'ont les droites chrétiennes de si spécifique aux États-Unis qu'elles puissent s'allier avec des courants populistes? Voilà, je vous remercie. J'ai une autre question, mais qui est une question sur comment, comme universitaire, on traite ces mouvements. J'ai tendance à dire, comme sociologue, on doit tenir compte des contestations de ces mouvements d'extrême droite en tant qu'analyste. Évidemment, c'est inaudible, puisque ce sont des mouvements qui sont considérés par la plupart des gens en définitive comme fascistes. Donc, moi, j'y faut en tenir compte. Il y a aussi l'autre vision, que j'appellerais, qu'on peut appeler postcoloniale, de dire ces gens-là, parce qu'ils parlent exactement comme les populistes, de déclassement, de perte de statut, de perte de sens, de perte de mode de vie. Bon, ben, ces gens-là avaient un mode de vie, effectivement, mais ils l'avaient parce qu'ils étaient privilégiés comme blancs. Et donc, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire tous ces mouvements-là sont des mouvements de perte de statut et de prestige et d'influence de blancs. Et ce sont des réactions au recul de l'influence des blancs. On peut dire ça. Maintenant, tous ces discours nous dérangent beaucoup en général comme universitaires et font face à un mépris assez total, ce qui fait qu'on a très très peu de terrain. On a beaucoup d'analyses ex-documents secondaires, on a très très peu de terrain. Et ça me pose un petit peu de problème parce qu'on les connaît très très mal. Et pour découvrir comment ils pensent une révolution culturelle par leurs membres et sur leurs membres, comme individus qui se transforment eux-mêmes avant de transformer la société, ça pourrait être assez intéressant d'aller voir comment ça marche. Merci. Merci beaucoup, Denise, et merci d'avoir pris la balle au bon. C'est un panel un peu déconstructionniste. Et on revient donc avec Victor Harmony avant de passer à une ronde de questions. Oui, désolé, je vais faire vite. Je ne vais pas revenir au PowerPoint. En tout cas, peut-être pour les conclusions, mais je vais tenter d'aller vite. Justement, peut-être même avec dans un esprit de débat, en attendant Denise, effectivement, je veux, et je pense que c'est clair, en tout cas, ou sinon j'insiste sur le fait que la notion de populisme pose problème lorsque justement on applique certains paramètres qui viennent d'Europe ou ailleurs, ou des États-Unis ou de l'Amérique du Nord, et on les mobilise dans le contexte latino-américain. Évidemment, on se pose toujours la question, et je suis sûr que vous avez discuté de cela, est-ce que c'est donc le populisme comme pathologie de la démocratie, comme déficit démocratique, quelque chose qui vient pallier une lacune, une absence, ou au contraire comme une sorte de dimension inhérente. Et c'est là justement que dans le contexte latino-américain, il faut parler de la spécificité, de la sociogénèse des États-nations, c'est-à-dire comment ces sociétés ont été construites en temps, non seulement d'abord dans leur contexte bien sûr de colonisation par l'Espagne, le Portugal dans le cas du Brésil, mais aussi dans la façon dont les États ont été construits. Il faut rappeler ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le contexte politique latino-américain, l'Amérique latine, le modèle étatique national a été adopté de façon extrêmement précoce. Ce sont des États très anciens dans le contexte international. Ce sont des États qui ont créé le peuple et la nation. Quand je parle d'Argentine ou du Mexique, par exemple, ou bien d'autres, ce sont des États qui ont été façonnés par des élites libérales qui ont branché leur société, leurs économies surtout aux marchés internationaux de façon très précoce aussi. Ce sont des sociétés sous l'égide des plusieurs formes
d'impérialisme, de néo-impérialisme états-unien, ce qui rajoute aussi des éléments dans les dynamiques justement d'opposition peuple-anti-peuple, parce que les élites sont vues comme étant justement celles qui branchent leur pays soit à la dominance états-unienne ou de façon plus générale à la mondialisation capitaliste. Et dans ce contexte-là, justement, le populisme est un vecteur d'inclusion. Mais c'est un vecteur d'inclusion des populations laissées pour compte ou marginalisées ou exploitées, mais de façon contrôlée, voire subordonnée. Mais tout cela dans le contexte d'un récit aussi qui s'appuie sur le passé. Mais justement, là, déjà, vous avez un contraste tout à fait central en ce qui concerne la mythologie populiste et la mythologie nationale en contexte latino-américain comparativement à ce qu'on va voir aux États-Unis, en Europe, par exemple, c'est l'idée justement très américaine, au sens de panaméricain, de la promesse. Ce sont des États, je veux dire les États latino-américains, qui sont quelque part nés de révolutions libérales qui promettent aux populations justement la cohésion sociale et l'avancement socio-économique. Et sous l'égide aussi d'une sorte de conception d'homogénéisation raciale via, par exemple, l'idée de métissage. Donc, dans tout cela, effectivement, nous avons la constitution d'un phénomène populiste qui est très, très, très loin de ce qu'on va décrire dans le contexte contemporain comme étant du populisme, encore une fois, aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs dans le monde. Dans ma réflexion sur l'émergence et la consolidation et la présence du populisme, que je vois d'ailleurs, si vous permettez un peu, pour cette idée de maladie de la démocratie qu'on va mobiliser pour parler du populisme, moi je le vois comme en gardant une sorte de métaphore médicale, le populisme est une forme de température du politique. C'est-à-dire, ça monte dans certains contextes et ça peut faire effectivement, ça peut être le symptôme de quelque chose, donc je sais pas trop d'un virus, et si à un moment donné, il y a un seuil qui est arbitraire, qui nous amène à dire voici du populisme. Dans le contexte latino-américain, je pense que ce seuil est très bas, c'est-à-dire très rapidement, on va juger d'un mouvement comme étant populiste sans trop savoir effectivement si, en termes véritablement structurels, on peut parler de cela. Mais voilà, là, on tombe dans des définitions de type normatif. Mais pour, disons, vous donner un peu l'idée de où je vais en venir avec cette réflexion-là, et si j'écris un papier, c'est un peu le point d'arrivée, c'est justement à partir d'un exercice qui m'amène à retracer depuis la fondation des États en Amérique latine, justement, l'émergence du populisme comme étant un aspect indissociable de la façon de faire du politique dans ce contexte-là, en raison, entre autres aussi, des immenses inégalités économiques. Vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, l'Amérique latine est l'endroit le plus inégalitaire sur la planète. Donc, vous avez à la fois des idéologies très étatiques, très, très, très puissantes d'unité, tout en les appliquant à des sociétés extrêmement divisées, mais aussi stratifiées en termes économiques, mais aussi ethniques. Donc c'est dans ce contexte-là que le populisme constitue effectivement la façon de faire de la politique dans la plupart des pays latino-américains, sur la base d'alliances polyclassistes, en développant des liens paternalistes, avec toujours effectivement cette idée de glorification de l'unité nationale et à certains égards aussi de façon explicite ou implicite raciale, donc cette unité raciale, comme je disais, du métissage, de ce type de mythes qui ont été extrêmement puissants, le creuset des races en Argentine, la race cosmique au Mexique, la démocratie raciale, évidemment, entre guillemets, prônée et célébrée pendant si longtemps au Brésil. Et dans ce contexte-là, ce que j'essaie de dégager à la lumière, et justement pour tenter de dégager des pistes intéressantes dans le contexte contemporain, c'est de regarder justement le populisme en Amérique latine
en tant qu'ordre racial, ethnique et genré aussi. Parce que justement là, je pense qu'il y a des chercheurs de plus en plus, des intellectuels en Amérique latine qui commencent à jeter un regard de genre en tenant compte justement de la façon dont le populisme latino-américain mobilise les rôles de la femme et de l'homme, des femmes et des hommes, et en et encore là, le cas argentin est tout à fait fascinant, évidemment. Vous le savez, il y a Perón, il y a Eva Perón, il y a Isabelle Perón, il y a Madame Kirchner, donc épouse de Nestor Kirchner, qui était présidente, qui est maintenant vice-présidente en Argentine. Et la façon dont, dans le récit qui donne au populisme latino-américain sa puissance, il faut placer ces éléments d'ethnicité, d'ordre ethnique et d'ordre genré, que si vous lisez la littérature sur le populisme en Amérique latine depuis autant écrit en Amérique latine comme écrit à l'extérieur de l'Amérique latine, depuis les années 40, 50, 60, 90 et 2000, etc., ces variables-là sont rarement mises à contribution pour développer une véritable contribution, une véritable compréhension de ce phénomène. Et là, j'arrête là, justement. Donc, c'est un peu dans le désordre, mais dans ce panel qui était, effectivement, comme disait Guillaume, un peu désordonné. En tout cas, je m'excuse encore une fois, c'est l'Internet dans la maison qui a tombé, mais je suis prêt maintenant à passer au moment des échanges. Merci Victor, inquiète-toi pas, je pense qu'il n'y a personne qui t'en veut. Ça nous est tous malheureusement arrivé dans les 6 derniers mois, ce genre de situation. So let me start with the first round of questions, and I'll start with Regina Bateson. As I told you, Regina, I really don't know very much about your case, but something which would help me maybe to understand, or maybe some element of context that I would like to hear more. When we hear about the case of Bolsonaro, one element of explanation is always that there was a crisis of the Lula movement. You know, there was a crisis of everything that Lula had put in place was then associated with corruption and so on. And so was there something similar in Guatemala? And was there, because we talk a lot about populism, and so far we've avoided talking about charismatic leadership, which seems to me to be really an important moment during these crises of corruption. So that would be one thing that I would like to hear more about. Then I'll move to, je vais poser une question à Denise Elie pour faire la suite. Denise, effectivement, moi je pense qu'une des questions que je me pose souvent quand on regarde la politique américaine en ce moment, c'est vraiment la question de comment ça se fait que les libertariens, qui en théorie sont censés être en faveur d'un retrait de l'État sur les questions morales, n'ont aucun problème à faire des alliances avec les religieux qui sont en faveur d'une intervention très, très importante de l'État dans le domaine moral. Donc ça, c'est une des énigmes, je pense, pour comprendre la politique américaine que je trouve importante aujourd'hui. Mais pour le cas canadien, je me demande à quel point est-ce qu'on peut dire que les églises évangéliques et le mouvement religieux n'ont pas réussi à avoir une certaine influence sur le Parti conservateur du Canada. Et je pense en particulier aux dernières élections fédérales, quand Andrew Scheer a été incapable de dire qu'il était contre l'avortement, qu'il était en faveur de l'avortement, excusez-moi, ce qui lui a fait perdre le Québec. Hein, on se souvient de ces députés qui, devant l'ancienne nageuse synchronisée, là, dont je ne me souviens pas le nom, mais qui était une de ces députées, était incapable de présenter la position du parti. Et finalement, sur le Québec, ça a été fatal, cette position-là. Et dans la course à la chefferie par la suite, ça a été un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait de cette question de l'avortement et qu'est-ce qu'on fait de cette influence de la droite religieuse qui veut vraiment que cette question-là reste à l'agenda? Et Victor, voilà. Troisième question pour
pour Victor, peut-être revenir, Victor, justement sur... c'est une question, une discussion qu'on a souvent, moi et Victor, ensemble, mais je pense que ça serait intéressant que tu développes encore plus sur justement, dans ces questions de comparaison Europe, Amérique latine, qu'est-ce que les gens qui ont un regard à partir de l'Europe manquent habituellement quand ils se penchent sur l'Amérique latine? C'est quoi nos erreurs, en fait, qu'est-ce qu'on ne comprend pas assez bien de la dynamique latino-américaine? Alors, je vous laisse là-dessus. Je peux répondre. Moi, ça me paraît clair parce que je ne mettrai pas l'étiquette de populiste à Harper. Ma question, c'est pourquoi la droite chrétienne ne trouve pas un allié populiste au Canada. Elle trouve un allié chez les néoconservateurs, j'ai aucun problème. Ça fait partie du jeu quasi. Il n'y a pas ce discours. Le discours populiste a été un discours un peu dans les prairies, à une période de l'histoire canadienne. On l'a au Québec, bon, alors ça, c'est une vaste discussion. Moi, je pense qu'on l'a depuis 10-15 ans dans le Parti québécois. Et la CAQ aussi, mais c'est vraiment pas des discours populistes très, très durs comme on en connaît en Europe. Mais il y a des résonances populistes, mais on dirait que ça ne prend pas dans la population, dans l'électorat. Donc, c'est ça aussi ma question. Alors, pour Harper, non, moi, ce n'est pas un populiste, c'est un néoconservateur, donc pas de question. Et plus généralement, pourquoi on n'a pas actuellement de mouvement populiste fort au Canada? Donc, moi, j'aurais une question pour Victor après. Regina? Okay, thank you for the question. It's an excellent one. And of course, there's a lot of context I wasn't able to share in the presentation. So I think that there is something to what you're saying. It is certainly the case that in Guatemala at the time, there was not anything comparable to the scandals and corruption around the Lula administration in Brazil. But there was what I think people would call a crisis of representation, or certainly a crisis sort of democracy as Guatemala was democratizing. So the Civil War had a kind of a slow progression toward a negotiated settlement. So by the time Rios Montt was really getting active in politics again, it was fairly clear that the Civil War was heading toward completion and that the military had essentially won. But what happened is that people didn't see any improvement in their daily lives. So, of course, the massive state repression, that did stop, but economically, the economic conditions in the country just continued to go from bad to worse. And there was also a really very unstable political climate at the time, and there continues to be a very unstable party system there. So as Guatemalans were being presented with this kind of transition to democracy, this thing called democracy, it was very hard for people to sort through the options before them and even find sort of representation that was ideological or that had any substantive message behind it. And I mean, to give you some idea, people sometimes call Guatemala a party non-system because there's there have been something like 120 parties or more that have contested federal elections since the end of the Civil War. And it's just a constant churn of parties. So, the impression was quite widespread that why are politicians in politics? To serve themselves, because there is no ideology, they are accomplishing nothing for people. And there was really a lot of disillusionment around the end of the Civil War and this transition to democracy. And people expected like a peace dividend, and they just didn't get that. So there was certainly an opening there, and I think it was a moment that was ripe for a populist to come in and make this kind of appeal. And and Rios Montt was unique in that something else I wasn't able to mention in the presentation is that he had actually run for president before in 1974. Before he had come to power in the coup. And so he actually had this experience of, running a campaign, being a communicator, being charismatic. He had a skill set and a set of experiences that were different than these other kind of post-military figures. So I do think that enabled him to seize this moment and then to craft the right kind of message to take advantage of it. In terms of corruption, there had been some minor scandals. So the Christian Democratic president
who was outgoing in the late 1980s. You know, there had been what I would classify as like minor corruption scandals around him. But there was the perception that, you know, that politicians were the elites, that they were corrupt in a generalized sense, that they were in it to make themselves money. And so I think that there was an opening there. Thanks. Victor? Oui, ben merci Guillaume. La question est évidemment pertinente, mais et c'est un peu ce que je voulais soulever, mais si tu veux aller, en tout cas, je vais tenter d'aller à l'essentiel, mais c'est certain effectivement que ceux et celles qui ont travaillé sur le populisme en Amérique latine, souvent ont trouvé un peu de la difficulté à expliquer le phénomène quand ceci est posé en termes nord-américains ou européens. Le peuple n'est pas le même, non seulement en termes de sa représentation, mais aussi en termes de sa constitution en tant que telle. Quand je disais l'Amérique latine est formée d'États qui ont construit des peuples sur la base de l'idée de l'incorporation hiérarchisée des classes sociales et des ethnicités. Alors, l'antipeuple, n'est pas justement l'immigrant ou la minorité religieuse qui arrive, qui s'installe et qui met en cause quelque chose qui serait un patrimoine, un passé, une tradition, une identité nationale, bref. L'antipeuple est justement ces élites qui sont conçues parfois comme étant non éthiquement liées, soit en termes parfois même de la notion d'ascendance, par exemple, en les voyant comme étant justement blanches par rapport à une population qui ne l'est pas, c'est le cas de la Bolivie par exemple, mais aussi dans le sens de les voir comme étant idéologiquement aliénés par rapport au peuple, c'est-à-dire appartenant à ce monde cosmopolite, libéral, lié aux intérêts états-uniens ou internationaux, ainsi de suite. Donc, il s'agit là d'un peuple qui était créé par un État, qui était politisé par un État, qui se conçoit lui-même comme étant divers. Quand je disais justement le mythe du métissage, c'est pas la peur de la différence, par exemple. Hein, tous ces tropes qu'on va trouver dans le contexte européen, cette idée de la méfiance envers l'État. L'État n'est pas justement l'ennemi. L'État est le lieu dans lequel justement le sauveur, hein, parce que là tu disais le leader charismatique, ça c'est central dans le contexte latino-américain. Comparons pas le populisme polonais actuel. Oui, il y a la centralité du récit, mais c'est lui. En Pologne, ça va dans le sens du passé et de la pureté de quelque chose en lien avec l'Église catholique, ainsi de suite. Dans le contexte latino-américain, c'est l'État comme lieu où ça se réalise la promesse d'unité, la promesse de progrès économique, la promesse d'inclusion. Donc, le populisme a souvent incarné ça en Amérique latine. Alors, peu importe si on va parler de rhétorique, de manipulation, c'est là que je dis, bon, il y a, oui, les aspects de style, on peut voir quelque chose comme étant plus ou moins rhétorique, mais c'est la centralité du récit, ça veut dire qu'on dit quelque chose qui fait du sens pour que le peuple se mobilise au nom, dans le cas latino-américain, souvent d'une figure hein, qui semble incarner, qui semble dire le vrai, c'est une sorte de, si vous permettez, une sorte de réenchantement du monde que l'on va faire contre justement une logique qui a été imposée dès le départ dans la plupart des sociétés latino-américaines, qui est justement calquée hein, du républicanisme. Et je prends le cas, par exemple, particulier de l'Argentine, en prenant la Constitution de 1853, c'est calqué du républicanisme français. Mais cette façon de concevoir la démocratie, qui souvent, vue de l'extérieur, est la bonne, hein, parce qu'il y a les libertés individuelles, les mécanismes représentatifs, les chambres, la séparation des pouvoirs, est vue dans le contexte latino-américain comme étant justement la façon de déjouer le pouvoir véritablement populaire en se cachant derrière des formalismes, des légalismes, des procéduralismes. Donc le populisme en Amérique latine conçoit justement cette vérité du peuple comme étant derrière, comme devant court-circuiter ces façons de penser la démocratie, parce qu'elle est conçue comme justement
un mécanisme qui va escamoter le vrai pouvoir. Alors, le leader, et c'est lui dans le sens, c'est souvent, ils ont toujours un homme ou une femme qui évoque la présence d'un homme, hein, et je pourrais entrer un peu plus dans le détail. Encore une fois, le contexte argentin est extrêmement éloquent à ce niveau-là. Cristina Kirchner, qui invoque son mari décédé, Nestor Kirchner, Eva Perón, qui joue un rôle tout à fait particulier comme femme, comme côté féminin de la mobilisation péroniste, et d'autres exemples aussi qu'on peut trouver ailleurs aussi dans le continent. La femme de Ortega, par exemple. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte-là que le nationalisme en Amérique latine peut associé au populisme peut être de gauche, ce qui est presque incompréhensible dans une perspective européenne. J'arrête là, j'aurais encore des choses à dire, mais j'espère que ça a donné un peu quelques éléments de réponse à ta question. Oui, merci Victor. Je savais que ça allait partir. Alors, il y a Denise Elie qui avait une question pour Victor, mais je vais... OK, Denise Elie passe. Alors, il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a des gens... do you have any questions? Victor and Elise can also answer your question in English, I'm pretty sure. Stéphane, est-ce que c'était une main levée? Oui, OK. Stéphane. Je sais pas elle si fait en deuxième. Oui, je vois qu'il y a d'autres mains levées, mais je ne sais pas si j'ai aucune idée. Ta collègue, Elke, est la suivante. Ah, très bien. Je vais poser rapidement mes questions pour laisser du temps. Merci beaucoup à vous trois pour c'était passionnant, franchement, des choses qu'on connaît ou qu'on connaît moins. J'avoue avoir beaucoup appris. Une question pour Victor, une question pour Denise. Victor, avec justement ton expertise, et moi, vu que je connais un petit peu, mais très peu par rapport à toi, pour l'Argentine, justement, comment tu apprécierais, en termes de continuité, discontinuité, tout simplement, le rapport Perón, Eva Perón, enfin jusqu'à Menem, jusqu'à Kirchner, jusqu'à Cristina Kirchner, juste pour avoir, je sais que ce serait te demander 1 heure de discussion, mais pour quelqu'un d'externe, juste avoir ton avis sur la socio-histoire. Guillaume a rappelé ce matin l'importance de la socio-histoire. Là, je pense qu'on a un exemple quasiment magnifique, enfin idéal typique, de générations successives dites populistes, parfois de l'extérieur, peut-être avec erreur, enfin c'est à toi de nous dire ce que tu en penses, juste avoir ton avis là-dessus, et est-ce que c'est le rapport au néolibéralisme, qu'est-ce qui différencie les dernières, mettons, si on prend les deux pôles du spectre, juste pour avoir une idée générale, ça me passionnerait de t'entendre là-dessus. Et Denise, alors à la fin, pouvoir blanc, je veux bien, mais évidemment, tous les ouvrages sur le populisme depuis 20 ans, justement, essayent quand même d'évoquer Duterte aux Philippines, Imran Khan au Pakistan, Erdogan en Turquie. Alors bon, je veux bien qu'en Europe, peut-être, on peut l'imaginer comme ça, mais si on veut avoir une vue, alors là encore, en respectant continuité, discontinuité, comparabilité n'est pas identité, etc., avec toutes les nuances, mais je pense que le populisme, justement, est une clé d'entrée, j'allais dire, pour des réflexions qui ne doivent pas se réduire à cette question de la blancheur, même si je ne dis pas qu'en Europe, selon toi, je sais que ça, tu l'as dit, ça compte beaucoup, mais justement, ça m'amène à ma question. Quand tu parles de tes 4 mouvements, ce sont des mouvements révolutionnaires, qu'on le prenne ou réactionnaires, mais j'entends un ordre traditionnel, etc. Et tu l'as dit toi-même, et je suis en accord avec toi, ce n'est pas du... Enfin, je veux dire, on peut discuter, on discute sur la définition tous ensemble, tout ensemble, mais ce n'est pas du populisme, justement pour quand même, ce qui me semble devoir être une référence de base, c'est-à-dire la souveraineté du peuple comme au moins majorité sur un territoire, etc. S'il faut faire la révolution à 10 ou attendre une mutation culturelle pour que ça devienne du populisme, on est là dans un autre ordre de grandeur. Et justement, si y a un rapport à la démocratie, qui est fondamental, évidemment, c'est ce que j'ai essayé de rappeler ce matin, mais là, il disparaît quasiment. C'est une démocratie qui n'est plus ce qu'on appelle une démocratie libérale, minimalement libérale, hein, quand le populisme essaye d'être dit illibéral, etc. On voit bien, on en a discuté ce matin, et ça revient sur ta question des minorités, parce que notre désaccord est sans doute là, mais pour le populisme, les minorités n'existent pas. Ce sont des minorités politiques et non pas des minorités identitaires, genrées. Alors, c'est très, très discutable, on est bien d'accord, mais les minorités dans le populisme, ce sont des minorités qui apparaissent parce qu'elles veulent l'être particulières. Et c'est ça qui, bien entendu, avec lequel tu ne seras pas d'accord. Mais je veux dire, c'est dans l'idée du peuple uni, c'est ceux qui s'exemplifient, qui demandent des droits particuliers, etc.,
qui se mettent dans une position où ils se retranchent du peuple uni. Et non pas, alors je veux dire, c'est une dialectique. Hein. Bien sûr, les populistes vont dire c'est les minorités parfois qui demandent trop de pouvoir, etc. Mais justement, l'idée, c'est de leur accorder démocratiquement, j'allais dire, tout comme citoyen individuel, partie intégrante du peuple, et non pas comme minorité sécessionniste ou séparatiste, selon leur vue, je souligne bien, à l'intérieur du peuple uni. Et donc, une minorité politique, au sens où quand elle vote, etc., n'est pas une minorité. D'ailleurs, aujourd'hui, si, selon les dernières enquêtes, 3/4 des homosexuels militants votent Front National en France, il y a peut-être une question à se poser sur le rapport des minorités religieuses aux minorités sociales, aux minorités morales, etc., ou aux femmes considérées comme une minorité politique historique et qui votent aussi assez, moins que les hommes apparemment, mais assez largement en Europe pour les partis dits populistes. Bon, je m'arrête là, excusez-moi, c'est un peu trop long. Ok, alors, Pakistan, Inde, populisme, ce que tu voudras, on est au niveau de la logique du pouvoir. Alors, effectivement, ceux qui incarnent ou la catégorie dominée ou celle qui doit devenir dominante, peu importe. En Occident, c'est les Blancs. Tu vas en Inde, ça sera les Hindous. Tu vas en Birmanie, ça sera les Birmans de réelle souche face aux minorités Shan et Rohingya. Tu vas au Pakistan, je ne connais pas le populisme pakistanais, mais je supporterais, pour ce que je sais des bagarres politiques, c'est que ça serait une certaine version du sunnisme. Donc la question, c'est pas la blancheur. Non, la blancheur, c'est chez nous. C'est en Occident à cause de l'histoire du colonialisme et puis de l'émigration. La question, c'est qu'il y a toujours la représentation d'une majorité qui mène le jeu. Bon, alors toi, non, là, il y a une question de logique, quand même, il ne faut pas exagérer. Pour les minorités qui se retranchent, parce que les minorités, en fait, dans le populisme, selon toi, le populisme de droite, seraient reconnues. OK. Alors pourquoi fermer les frontières ? On n'a qu'à les laisser rentrer, et on leur donnera des droits et elles rentreront dans le peuple. Je ne suis pas très sûre de cette logique qui effectivement renverse complètement le raisonnement de gens comme moi, c'est-à-dire qui disent que les minorités ont été des catégories dominées, elles acquièrent des droits, ça pose d'énormes problèmes parce que d'un seul coup, on a une concurrence de droits, plus ou moins, bon, et on a des concurrences, non pas d'identité, mais de statut. Et bon, toi, tu dis, ce sont des gens qui se mettent en retrait du peuple et de la nation. Et donc, quelque part, c'est comme ils sont coupables, parce qu'ils n'ont qu'à rentrer dans le peuple et dans la nation. Ces deux points de vue, je ne veux pas discuter. Au niveau théorique, je ne vois pas où ça nous mène. C'est une question de la relation au pouvoir et de savoir sur quoi est basé le pouvoir. Moi, je pense que le pouvoir occidental est effectivement racisé. Là-dessus, on n'a pas du tout la même vision. Et donc, pour déstructurer ce pouvoir, il faut passer par quelque chose qui est une lutte raciale. Et raciale au sens différence. Je veux dire, ce n'est pas que les races. La bagarre, par exemple, dans les groupes dont j'ai parlé, c'est très intéressant de voir que les LBGT arrivent actuellement dans leur discours. Ils n'étaient pas là il y a 4-5 ans. Donc, on voit bien que c'est toute la question de comment ces minorités arrivent dans le débat public et gagnent des droits qui antagonisent ces mouvements-là. C'est ma vision, ce n'est pas la tienne, je le sais. Bon, je suis certain que vous pourriez continuer longtemps. Malheureusement, ce serait encore plus le fun autour d'une bière. Mais il faut poursuivre. Alors, commençons par prendre une pause de 15 minutes. On revient avec la France et je vous le dis, pour vous inciter à revenir, il y a seulement 2 présentations, il n'y en a pas 3. Et je connais les 2 personnes qui vont présenter et je vous incite vraiment à revenir parce que les présentations d'Antoine et Olivier reposent sur justement des méthodologies extrêmement différentes
OK? Antoine a travaillé avec Pascal Dufour, mais a fait une ethnologie de la rumeur. C'est extrêmement intéressant. Olivier vient de défendre sa thèse sur le passage de Ordre Nouveau au Front National. Et donc, c'est un travail d'archives sur des nouvelles archives qui est extrêmement méticuleux également. Mais donc, on a vraiment la question de l'enquête et des méthodes qui va être vraiment au cœur de ces deux présentations-là. Ces deux personnes, évidemment, à qui je souhaite des postes rapidement dans le réseau. Mais s'il vous plaît, revenez. Et puis, ensuite, évidemment, j'aimerais vous inviter à aller prendre un verre par la suite, mais ce ne sera pas possible avant longtemps. Alors, on se revoit dans 15 minutes.